Monsieur le Premier ministre, les élections européennes auront lieu ce dimanche. Plus l'échéance approche, moins vous semblez serein. Plus l'échéance approche, plus vous semblez fébrile. Il y a 2 semaines, vous organisiez un débat sur mesure face à M. Bardella sur le service public, contribuant ainsi à appauvrir le débat public et à construire un débat factice entre vous et l'extrême droite. Ce lundi, vous avez fait le choix de débouler sur le plateau de France Info, où vous n'étiez pas invité, pour tenter maladroitement de sauver votre candidate de la noyade. Ce jeudi, le président de la République a fait le choix de monopoliser les journaux télévisés à 24 heures de la fin de la campagne électorale, ce qui vous a d'ailleurs valu une mise en garde de l'Arcom. Monsieur le Premier ministre, la réforme de l'audiovisuel public n'a pas encore été votée, mais il semble que le bon vieux temps de l'ORTF soit déjà revenu. Oui, ces événements éclairent d'une lumière crue vos intentions en la matière, a fortiori lorsque votre ministre de la Culture et de la Communication vante les mérites de l'ORTF, c'est-à-dire d'un temps où les titres du journal télévisé étaient dictés par le ministère de la Communication. A fortiori, quand les arguments avancés depuis des semaines pour justifier cette réforme tombent les uns après les autres. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. À quel naïf voulez-vous faire croire que votre réforme est autre chose qu'une tentative de reprise en main par le pouvoir de l'audiovisuel public français ? Et donc, il y a urgence à regrouper les forces de l'audiovisuel public. Il y a une urgence, et notamment pour les générations futures qui subissent de plus en plus la désinformation. Alors, sur l'irruption du Premier ministre sur un plateau, je reprends vos termes, dans le cadre d'un débat sur les élections européennes. Moi, je vous renvoie aux explications de la présidente de Radio France, qui lui a proposé, j'allais dire qu'il l'a contrainte à venir sur ce plateau pour venir parler des élections européennes. Donc je pense, et vous avez le loisir de le faire, de pouvoir évidemment lui demander des explications à ce titre. Je vous remercie. Monsieur Brossard. S'il vous plaît, monsieur Brossard. Madame la ministre de la Culture, je dois dire que je suis assez inquiet d'apprendre que le Premier ministre ait pu être victime à Radio France d'une forme de kidnapping dont nous n'aurions pas été au courant. Pour le reste et sur le fond, il est un peu paradoxal d'expliquer que les temps sont très différents de ceux que nous avons connus à l'ORTF et de vouloir dans le même temps engager une réforme qui y revient. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, il y a quelques jours, Standard & Poor's a dégradé la note souveraine de la France qui a perdu le AA acquis il y a 10 ans. 3 motifs invoqués qui ne surprennent pas. Un déficit public pour 2023 qui n'est pas tenu, une croissance économique programmée par le gouvernement mais vue comme plus faible par les institutions de notation, et puis une progression continue de notre endettement à horizon 2027. Le gouvernement, Monsieur le Ministre, compte-t-il vite retrouver la qualité de la note perdue, et pour y arriver, quelles fautes ou quelles erreurs entend-il corriger? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge des comptes publics. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le rapporteur général, vous l'avez dit, Standard & Poor's a ajusté notre note. Et je considère... Pourquoi je parle d'un ajustement ? Parce que d'abord, c'est la réalité, on vous doit la réalité, et d'autre part, parce que vous m'avez posé la question, est-ce que ça a des conséquences sur nos conditions de financement? La réalité, c'est que ça n'a eu, monsieur le rapporteur général, aucune conséquence sur les conditions de financement de notre dette, et je pense qu'on aurait intérêt, tous ici, à s'en réjouir. Pour autant, est-ce qu'il faut en rester là? Non, on n'a pas attendu la décision de Standard & Poor's pour s'engager dans le redressement de nos finances publiques. Au début de l'année,
on a réalisé un décret d'annulation avec 10 milliards d'euros d'économies, puis 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires. On s'est engagé, monsieur le rapporteur général, et je vous l'ai dit, je suis prêt à travailler avec vous sur les économies nécessaires dans le projet de loi de finances pour 2025. Et ce que regarde Standard & Poor's, c'est notre capacité à rembourser notre dette. Et notre capacité à rembourser notre dette, elle dépend de notre croissance. Monsieur le rapporteur général, vous auriez pu souligner que la croissance en 2023, elle a été supérieure aux prévisions du gouvernement, 1,1%, qu'au premier trimestre, nous continuons à créer des emplois, 75 000 emplois créés. Et c'est ça que regardent les agences de notation, la capacité de l'économie à toujours créer des emplois et des recettes pour assurer la soutenabilité de notre dette. Donc vous le savez, monsieur le rapporteur général, nous allons continuer à redresser nos finances publiques, atteindre 4,1% de déficit public. C'est l'objectif que nous a fixé à Bruno Le Maire et moi-même le Premier ministre, et je compte sur notre travail pour y parvenir. Monsieur le rapporteur général. Mais d'ailleurs, il est où le ministre de l'économie ? Cet intermittent du gouvernement et de cet hémicycle. Je suis désolé, mais on ne peut pas se réjouir aujourd'hui, que vous venez de le faire, monsieur le ministre, des résultats de la France. Parce que, vous le savez, le déficit de l'État, depuis 2017, il a doublé. Il est passé de 77 milliards à 154 milliards. La vérité, c'est ça. Et la vérité, ce n'est pas de dire que ça n'aura pas d'influence sur la vie quotidienne des Français. Les Français vont devoir payer ces lourdes fautes et ces lourdes erreurs. Et ça n'est pas acceptable. Et ce qui est encore moins acceptable, c'est de venir aujourd'hui, avec une forme de malignité, proposer aux oppositions des pistes de réflexion. Mais monsieur le ministre, qu'a-t-on fait depuis plusieurs mois ? 7 milliards d'économies. Je le rappelle, 7 milliards d'économies que nous vous avons proposées. Vous avez souhaité les balayer d'un revers de main. Eh bien, ce que je vous dis, c'est qu'il faut se méfier avec cette attitude. Les Français vont se prononcer dimanche. Nous aurons tous des enseignements à en tirer. Simplement, ce que je souhaite dire, c'est que chacun sera placé devant sa responsabilité et il faudra arrêter de raconter des balivernes sur l'économie. Ça n'est pas entendable. Il faut se retrousser les manches, il faut redresser notre pays et il faut regarder devant. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre. Ça fait 7 ans que la Macronie est au pouvoir en France, 7 ans pendant lesquels vous avez installé l'extrême droite au centre de toute la vie politique française. Cyniquement convaincu de votre intérêt à avoir en France une extrême droite forte face à laquelle vous pourriez feindre de vous dresser. Et c'est sans doute l'objectif que vous avez le mieux atteint. Elle était à 21% en 2017, elle est aujourd'hui à 40%. Et vous n'arrêtez pas. Dans cette campagne, vous franchissez l'une après l'autre toutes les limites de la décence. Le débat Attal Bardella, la proposition de débat Macron-Le Pen, les affiches de campagne avec le président tout seul, le Premier ministre qui s'incruste dans une interview de la tête de liste de son parti, moment de gênance nationale où on peine à distinguer le plus embarrassant entre l'immodestie de croire sa présence bienvenue ou celle de la pensée bénéfique à Valérie Ayé. Enfin, le passage du président au JT à 24 heures de la fin de la campagne, mise en garde par l'Arcom. J'ai fait campagne dans plus de 17 pays européens. Et à part peut-être en Italie et en Hongrie, franchement, je n'ai vu nulle part un tel niveau de grossièreté et de mépris de la démocratie. Or, tout ce que notre pays compte de démocrates sait très bien que l'enjeu majeur de ces élections, c'est d'empêcher l'extrême droite de prendre le pouvoir à l'endroit précis qui s'est construit comme rempart à son projet et à ses idées, comme rempart à la haine, au nationalisme et à la guerre, c'est-à-dire l'Union européenne. Or, le combat contre l'extrême droite, c'est la défense des libertés publiques, la promotion de l'égalité et de la tolérance, c'est agir pour l'intérêt général et c'est exercer le pouvoir de manière exemplaire. Quand on reprend ses idées, qu'on institutionnalise sa présence, qu'on maltraite son plus efficace antidote, la force de nos principes démocratiques, on la fait progresser et tout le monde sait où cela mène. C'est le choix que vous avez fait. Est-ce par ignorance, par inconscience ou par complaisance ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée, porte-parole du gouvernement. Ravie de me retrouver devant vous, mesdames et messieurs les sénateurs.
Monsieur le Président, merci. Madame la sénatrice Mélanie Vogel, oui, je vous le confirme, le Président de la République, le Premier ministre ici présent, l'ensemble du gouvernement et l'ensemble de la majorité présidentielle, nous combattons extrêmement fermement le Rassemblement national. Et je suis assez étonnée que vous avez décrété que votre seul et unique ennemi était la majorité présidentielle, comme en témoigne encore une fois votre question et votre position. Je pense que par moment, nous devrions, dans la gravité de la situation et dans le calme de cette institution, nous rappeler où sont nos lignes rouges et où sont réellement nos ennemis politiques. Nous n'avons pas à faillir dessus et non plus à rougir. Parce que oui, je vous l'affirme, nous, la majorité présidentielle, nous ne nous excuserons pas de défendre l'Europe. Nous, la majorité présidentielle, nous ne nous excuserons pas de parler matin, midi et soir d'Europe. Nous, la majorité présidentielle, nous ne nous excuserons pas de continuer à porter la voix de notre candidate dans le respect de nos institutions et dans le respect du cadre fixé par la loi. D'ailleurs, en France, cette belle démocratie qui est la nôtre, lors de laquelle un membre du gouvernement peut venir s'adresser devant la représentation nationale et se faire huer et conspuer, force est de constater que la démocratie est bel et bien là. Eh bien, je vous le dis, nous avons une institution en France, ça peut vous faire rire, mais nous avons une institution en France qui s'appelle l'Arcom. L'Arcom qui définit précisément comment nous pouvons intervenir et comment les interventions des uns et des autres sont comptabilisées. Et cela, ça peut vous faire rire, mais nous le respectons et nous serons là pour continuer à faire en sorte que cela soit respecté.